Réunion de haut niveau à Paris en prélude à la conférence des donateurs pour le développement du Mali prévue à Bruxelles. Une délégation gouvernementale participe à la rencontre préparatoire. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, c'est le thème de la Journée mondiale de la liberté d'expression. Célébrée chaque 3 mai au Mali, c'est la sécurité des journalistes qui préoccupe. Traditionnel mariage collectif à Banamba, 200 couples viennent de passer devant l'officier d'état civil. Une cérémonie organisée par le conseil communal de la mairie de Banamba en collaboration avec ses partenaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a reçu en début d'après-midi une délégation composée de représentants des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO avec le chef de l'État. Ils ont fait le point d'exécution des recommandations de la réunion du groupe de soutien et de suivi sur le Mali. Les échanges ont également porté sur la transformation de la MISMA en MINUSMA et la présence des forces africaines à Kidal. Mohamed Diarra pour le compte-rendu d'audience. Les recommandations de la réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali ne doivent pas rester dans les tiroirs. Leur mise en œuvre doit se faire rapidement pour permettre au Mali d'avancer dans son processus de stabilité. Voilà l'esprit qui sous-tend cette audience que le président de la République par intérim a accordé à la délégation des Nations Unies conduite par Pierre Buyoya, le patron de la MISMA. Le chef de l'État et ses interlocuteurs ont aussi parlé de la transformation de la MISMA en MINUSMA. Nous sommes sur le terrain dans toutes les régions. Et je crois pouvoir dire que les moyens sont là. Bien sûr, nous continuons jusqu'à la transformation à faire en sorte que notre capacité augmente et aussi la nouvelle résolution demande à tout le monde, y compris les Nations Unies, de soutenir la MISMA dans cette recherche d'augmenter sa capacité. Le déploiement de la force onusienne se fera conformément au principe de la résolution 2100, ajoute Pierre Buyoya. Parlant de l'élection présidentielle, la délégation dit soutenir le calendrier établi par les Maliens. S'agissant de la présence des forces de la MISMA à Kidal, Pierre Buyoya s'est voulu très prudent. Nous soutenons la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Nous soutenons l'unicité de l'armée malienne, et cela est dans toutes les déclarations depuis le sommet de la CEDEAO, les réunions du Conseil de paix de l'Union africaine, même la réunion du 19 avril. Donc nous sommes dans cette logique. Alors maintenant, s'il y a une situation particulière à Kidal, nous sommes prêts à travailler avec l'autorité malienne pour chercher une solution à ce problème. Une solution dont la clé serait entre les mains des autorités maliennes. Et nous restons avec le président de la République par intérim qui effectuera demain samedi une visite en 5e région. À quelques heures de cette sortie donc, les préparatifs vont bon train et les populations se mobilisent pour réserver au professeur Dioncounda Traoré un accueil chaleureux. La délégation présidentielle se rendra dans les villes de Mopti et Konna, nous précise Yacouba Mega. La ville de Konna, chef-lieu de la commune rurale du même nom, avec 20 000 habitants, est située à 75 km de Mopti sur la route nationale numéro 16 entre Sévaré et Gaou. C'est à partir de cette ville qui fut le front de la guerre contre les terroristes qu'est parti le jeudi 10 janvier 2013 les signes de la libération du Mali, annonçant ainsi un changement d'époque pour les Maliens qui furent le peuple le plus heureux au monde. La visite d'État du président de la République par intérim dans cette ville de Konna, qui a été au centre de la terreur des envahisseurs et de la résistance patriotique de nos forces de défense, est donc tout un symbole pour les 29 villages et les 50 000 habitants que compte la commune rurale de Konna. Konna a été un déclic pour le Mali, pour Konna et pour toute l'Afrique. Nous, on ne peut pas oublier Daniel Boitieu. C'est le premier soldat qui est tombé, français qui est tombé à Konna le 21
février déjà, 2013, nous avions déjà pris le devant pour baptiser la rue Damien Boitieu. Toute la population de Konna se réjouit de cette visite du président de la République par intérim. Dioncounda Traoré mérite tous les honneurs car il a été le porte-bonheur pour le Mali qui est aujourd'hui libre de toute occupation. La commune urbaine de Mopti, par sa position de ville-centre entre le nord et le sud du Mali, aura aussi autant souffert des effets de la crise avec le déplacement de 40 056 de nos compatriotes des régions du nord vers la région de Mopti. 586 de ces personnes déplacées ont été accueillis sur un site d'hébergement à l'hôtel des chauffeurs de Sévaré qui fera l'objet d'une visite par le président de la République. Les contingents togolais et sénégalais, avec un effectif total de 1222 hommes, auront également tous les honneurs du président de la République pour leur soutien à la libération du Mali. Je vais lancer un appel à la population de Mopti de se mobiliser pour accueillir vraiment le président de la République par intérim dans la ferveur, dans la convivialité. La première fois que nous recevons le président de la République par intérim en visite officielle dans la région de Mopti, et les populations sont engagées à faire de cela un événement exceptionnel. En attendant, les organisateurs sont à pied d'œuvre et les populations se mobilisent pour faire de cette visite du président de la République par intérim un événement historique. Et justement, à l'occasion du déplacement à Mopti du professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, une visite, le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le samedi 4 mai 2013, les membres de la délégation présidentielle à 7h, les membres des corps constitués désignés à 7h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 8h. À Paris, réunion des hauts fonctionnaires en prélude à la conférence du 15 mai des donateurs pour le développement du Mali, prévue à Bruxelles. Une délégation gouvernementale de 3 ministres participe à la rencontre. Il s'agit des ministres de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la réforme de l'État et de celui de l'agriculture. Le compte-rendu de Makamfin Konate. La conférence de ce matin visait à réunir les hauts fonctionnaires des pays et organisations invités à la conférence du 15 mai 2013 à Bruxelles. Elle permettra de mieux préparer cette conférence des donateurs intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali ». Les discussions portaient sur le plan de relance durable du Mali. 3 interventions ont marqué la réunion de ce 3 mai. Il s'agit du plan pour la relance économique présenté par le ministre Tchéna Koulibaly. L'amélioration de la qualité des services de l'administration présentée par le ministre Mamadou Namori Traoré, l'amélioration de la productivité agricole, la maîtrise des circuits de transformation et de commercialisation présentée par le ministre Baba Berté. Le financement total estimé pour faire face aux priorités du plan de relance durable s'élève à 2849 milliards de francs CFA. L'appui au processus de décentralisation pour un développement équilibré du territoire, la dimension régionale des réponses à la crise malienne, la facilitation des transferts des migrants, l'efficacité de l'aide et les mécanismes de suivi de la conférence sont entre autres questions qui ont meublé les débats. Cette conférence préparatoire regroupait tous les partenaires techniques et financiers du Mali. La Suède est engagée aux côtés du Mali pour la sécurisation de son territoire. Elle participe pour ce faire à la mission de l'Union européenne destinée au renforcement des capacités de l'armée malienne. Actuellement, 25 officiers et 13 instructeurs suédois sont au Mali. Dans ce cadre, des informations données cet après-midi par la ministre suédoise de la Défense au cours d'une conférence de presse. Karine Estrom est au micro de Youssouf Diakité. La situation actuelle du Mali est un sujet de préoccupation pour l'Union européenne et en particulier pour la République de Suède. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous rendre sur le terrain pour constater de visu l'état d'évolution de la situation au Mali. J'ai eu l'opportunité également de m'entretenir avec les agences des Nations Unies à travers leurs diverses activités qu'ils mènent au Mali. Et en tout particulièrement une activité qui est d'une grande importance pour nous, qui est l'activité de déminage
nous avons pu nous entretenir avec les acteurs de cette activité et nous avons constaté que tout se passait bien. La Suède s'engage en tout cas à être aux côtés du Mali et à apporter son appui au Mali sous diverses formes, sous la forme bilatérale, également sous la forme multilatérale, et à continuer à contribuer pour le renforcement des forces armées du Mali afin que le Mali puisse renouer avec la paix et la sécurité. J'ai eu également l'opportunité et l'insigne honneur de rencontrer Monsieur le Premier ministre ainsi que le ministre de la Défense, avec lesquels j'ai évoqué la situation actuelle et la bonne évolution que nous avons constatée et qui a été très encourageante pour nous. Écho de nos régions, à Gao, l'association Adaoula et ses partenaires dont la Croix-Rouge tentent de donner un nouveau visage à la ville, cela à travers des activités d'assainissement et de reboisement, une initiative qui bénéficie de l'appui de toutes les sensibilités de la ville de Gao, nous compte rendu de Daouda Zoumana Traoré. À travers ce programme, l'association Adaoula envisage d'assainir, d'embellir et de planter beaucoup d'arbres à Gao. Maintenant que la paix est revenue, les femmes veulent prendre les choses en main afin que la cité des Askia retrouve ses lettres de noblesse. Adaoula a impliqué pour la circonstance la Croix-Rouge, les jeunes patrouilleurs, les patriotes et des associations féminines de la ville. La symbolique du 1er mai rend hommage à la femme pour son courage depuis belle lurette. L'arbre également joue un grand rôle dans une cité. Ici, dans l'enceinte de ce CESCOM, avec des femmes encore qui se sont distinguées depuis le retour, ou du moins depuis le déguerpissement des mouvements terroristes de la ville de Gao, qui se sont livrés à des activités d'assainissement et aujourd'hui une activité de reboisement. Qui plante un arbre donne la vie. Pour le maire de la commune urbaine de Gao, Sadou Aruna Diallo, la voirie municipale et les femmes de Gao ont toujours œuvré pour une même cause. C'est pourquoi il les a exhortées à travailler dans ce sens et elles sont prêtes. Cette activité-là pour embellir la ville de Gao, parce que durant 12 mois, la ville de Gao a été une ville triste, sans âme, donc on a voulu embellir la ville. Les femmes de Gao ont remis des tableaux aux autorités partenaires, parmi lesquelles le gouverneur de la région de Gao et le maire de la commune urbaine de Gao. Et à Gao, le contingent guinéen arrivé sur le théâtre des opérations le 10 avril dernier a reçu la visite de son ministre délégué à la Défense. Abdoul Kabele Kamara est allé s'enquérir des réalités sur le terrain. Il a ainsi profité pour apporter le message de soutien du président et du peuple guinéen. Nous retrouvons Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. De la valeur d'un groupement tactique inter-armes JETIA, le poste militaire de Nampala revient à la grande satisfaction des populations de la localité qui murmurent encore les stigmates de l'occupation des régions du nord du pays. L'arrivée de l'armée à Nampala nous a fait plaisir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous avez quitté chez vous, vous êtes venu chez vous. Cela fait un bon moment. Tout était arrêté chez nous, même l'économie. Votre arrivée nous redonne confiance. Il est venu pour installer la paix et installer les civils dans les rangs endroits. On doit rester dans notre pays, on doit travailler pour notre pays. En plus de la tâche classique de sécurisation, ce poste aura en charge par des actions civilo-militaires de redonner confiance à cette population qui revient timidement. Pour ce faire, la direction des services de santé des armées doit jouer un rôle de premier plan. Nous avons effectué des patrouilles dans le secteur attribué au Chitasis pour surveillance. C'est une grande zone qui inclut principalement la commune de Nampala, dont nous sommes aujourd'hui siégés. J'ai constaté au cours des patrouilles, avec un grand intérêt, l'absence de structures sanitaires fonctionnelles. Toute cette zone, de Djoura à Nampala, de Djabali, de Drofri à Nampala, de Nampala à Fassala, de Nampala à Laxine, de Nampala également à Zikini, sauf la ville de Nampala, il y a plus de 10 villages sur une ligne droite partant de Nampala à Toladji, à Béji, qui n'ont aucune structure sanitaire fonctionnelle. La population souffre d'un manque de soins en santé. Les locaux sont présents, mais le personnel est absent.
la sauveté de la population d'aujourd'hui, il va travailler avec l'armée à main pour le renseignement difficile à trouver si les ennemis ils sont sur le terrain ici, ils ne savent pas qui est qui. Voilà, c'est plutôt l'installation du poste militaire de Nampala, installation faite par le colonel Ntakni Ag Itekan, commandant de la région militaire numéro 2. Il était accompagné par le chef de bataillon du 21e régiment mixte de Ségou et du commandant du chef de bataillon logistique, commandant de la région militaire numéro 2, basé en zone de défense numéro 2. Un reportage de Sibri Konaté avec la voix de Brahima Koni. C'est parti depuis ce matin à la Cour suprême des audiences de jugement des comptes pour la période 92-2008 après la promulgation de la loi du 15 janvier 2013 portant validation des comptes des comptables publics de 1960 à 91. L'objectif de ces audiences est de procéder au jugement de 4762 comptes. Le compte rendu là-dessus de Mahamadou Doumbia. La mauvaise gestion des finances publiques constitue de nos jours une véritable menace pour les démocraties naissantes en Afrique, en prise directe avec le fléau de la délinquance financière et de la corruption. Puisque l'État a besoin de finances pour exercer ses activités, ces finances ne sauraient être gérées sans contrôle. La section des comptes, à défaut d'éradiquer le mal, constitue un maillon très important de cette lutte. L'objectif attendu de ces audiences après la promulgation de la loi numéro 2013-001 du 15 janvier 2013 portant validation des comptes des comptables publics de 1960 à 1991 est de procéder au jugement de 4752 comptes et de définir la ligne de compte pour chaque comptable public au 1er janvier 2009, date à partir de laquelle les comptes de gestion des comptables publics seront jugés conformément à la procédure normale. La cérémonie de lancement des audiences de jugement des comptes qui vient de s'effectuer permettra de juger 4752 comptes, dont 186 comptes de gestion des comptables publics de l'État et 4566 comptes des comptables des collectivités territoriales. De quoi s'agit-il? De 1960 à ce jour, aucun comptable n'a été déchargé de sa gestion, faute de jugement. Cette situation ne saurait perdurer dans un état de droit, car ne pas juger les comptes de gestion des comptables publics équivaut à cultiver l'impunité. Bientôt sera créée aussi une cour des comptes en lieu et place de la section des comptes. Ces différents exploits permettront de renforcer la collaboration avec les bailleurs de fonds et autres partenaires techniques et financiers qui ont d'ailleurs été remerciés par le président de la Cour suprême pour leur détermination et leur engagement pour le développement du Mali et le bonheur du peuple malien. Dans nos prochaines éditions, le président de la section des comptes de la Cour suprême, Kouloussama Goïta, nous édifiera davantage sur ces audiences. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias, c'est le thème de la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Au Mali, elle se tient sous le thème sécurité des journalistes et des professionnels des médias et entrepreneuriat de presse face aux défis nationaux qu'elle presse après la crise. À cette occasion, une jury officielle s'est déroulée au CICB sous la présidence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le compte-rendu de Mamari Kone. C'est dans l'Union que la presse nationale a célébré cette année la 20e journée internationale de la liberté de la presse. Une journée qui sera mise à profit pour mesurer le chemin parcouru. Nous avons voulu, par cet élan d'unité confraternelle et de convergence fraternelle, montrer que notre pays, singulièrement dans sa situation actuelle, a besoin de tous ses fils pour se remettre, mais aussi et surtout besoin de synergie, de dialogue, de communion, de convivialité pour panser les blessures afin de recoudre les flétrissures, pour apaiser les passions, rebâtir la paix et réconcilier ses enfants.
Le thème international choisi cette année est « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Face aux équations posées à notre pays, les journalistes ont convenu d'adapter les thèmes internationaux au contexte particulier du pays. Sécurité des journalistes et des professionnels des médias, entrepreneuriat des presses face aux défis nationaux, quelle presse après la crise? En effet, au-delà de l'impératif sécuritaire, les changements intervenus et en cours dans notre pays doivent guider la réflexion et les partages. Le besoin et la nécessité de convenir de la place et du rôle de la presse malienne dans le processus de reconstruction de notre pays, notamment dans celui du dialogue, de la réconciliation et des élections à venir. Selon le président de la commission d'organisation, en 2013, une vingtaine de journalistes ont été tués à travers le monde. Pendant la même période, 175 ont été emprisonnés, dont notre confrère Boukari Daou, le directeur de publication du journal Le Républicain. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, la célébration de cette journée du 3 mai est le résultat d'une longue lutte. Il a ensuite invité les professionnels des médias à agir en toute responsabilité et avec comme seule boussole l'intérêt supérieur du Mali. Vous êtes les héritiers des pionniers qui ont bravé la dictature dans ce pays, qui ont imposé la liberté, j'allais dire la démocratie, qui ont forgé la voie que vous suivez, que nous suivons aujourd'hui. À la fois précurseur et fruit de la démocratie, vous êtes aussi et surtout le rempart, le garant de la liberté. Vous êtes dans votre rôle en dénonçant les violations, les agressions. Toutes choses que nous espérons appartiennent au passé dans notre pays. Mais je vous le dis tout à l'heure, vous êtes aussi dans votre rôle en cultivant la paix, la réconciliation, le dialogue. Ce faisant, vous serez les bâtisseurs de ce pays nouveau, du Mali nouveau. Vous en êtes capables, c'est possible. La mission est à votre portée. Nous avons besoin de la plume patriotique, de journalistes engagés. Après la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et ses collègues de la culture et celui de l'industrie et du commerce ont visité les stands consacrés aux différents titres de la presse écrite, ainsi que l'espace aménagé par l'AGETIC pour permettre aux journalistes de couvrir les activités de la journée. Ils se sont ensuite prêtés aux questions de la chaîne 2 qui assure la retransmission en direct des activités de la journée. Un autre panel de cette journée dédiée à la liberté de la presse a été cette conférence débat. Au cours des échanges, les participants ont mis l'accent sur la réconciliation nationale, les médias et le pouvoir politique. Adama Kodjo. Journée internationale de la liberté de la presse, 20e édition célébrée dans notre pays sur fond de crise, d'où l'importance du thème du premier conférencier, à savoir paix et réconciliation, rôle de la presse. Il y a eu des choses terribles dans ce pays, et dans leur ampleur, et dans la durée, et dans le côté macabre. Mais si tout cela, la presse n'aide pas à dépasser cette situation, mais nous n'aurons plus un pays digne de ce nom. Dialogue et réconciliation pour la paix et la cohésion sociale, il en a été beaucoup question lors de la conférence de presse et la vice-présidente de la commission Dialogue et réconciliation de solliciter l'accompagnement des hommes des médias afin de réussir la délicate mission assignée à sa structure. La communication de l'information vient en amont et en aval. Si on ne revalorise pas, il faut que les gens qui sont là-dedans se revalorisent. Et pourquoi? Comment on peut revaloriser une profession? Quand on ne vous reconnaît pas, vous vous faites reconnaître. Comment? À travers un professionnalisme avéré. On joue continuellement notre rôle et on essaie d'être le plus crédible possible. Jusqu'à présent, il y a des journaux, il y a des radios, il y a des télévisions et des professionnels très crédibles encore au Mali, même si on a assez d'ivraies aussi. Mais bon, il faut que tout le monde se donne la main pour qu'on soit dans une bonne logique de crédibilisation et de responsabilisation de notre presse nationale. Médias et pouvoir politique, c'est le thème développé par le deuxième conférencier. À travers le thème, c'est le rapport médias et pouvoir politique qui est exposé. Il y a lieu de remarquer que les médias et le pouvoir sont toujours et partout interconnectés. Ensuite, que la relation entre médias et pouvoir politique est naturellement conflictuelle. L'on notera enfin qu'en démocratie, comme c'est le cas chez nous, cette relation des médias et du pouvoir est assez ambivalente.
Pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des hommes des médias, les participants demandent l'adoption et la promulgation d'une nouvelle loi sur la presse. Actualité africaine avec le président ivoirien Alassane Ouattara qui a entamé une tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une visite d'État qui a été également marquée par un conseil des ministres délocalisé hier. L'Ouest ivoirien est devenu pour quelques jours le centre politique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement grand complet est venu tenir à Mans un conseil des ministres extraordinaire sous l'autorité du chef de l'État qui a annoncé que de tels rendez-vous avec les provinces se tiendraient désormais tous les 2 mois. Une première qui méritait bien une photo de famille. Vers Sipilou et Biankouma, la population s'est massée sur le bord des routes. Cette visite de 3 jours dans une région favorable à l'ancien pouvoir et toujours en proie à la violence a permis au chef de l'État de mettre l'accent sur la sécurité. Nous avons volontairement accru les moyens de nos forces de sécurité dans l'Ouest et je salue toutes nos forces de défense pour leur courage et leur contribution à l'évolution de cette situation. Mais ces efforts ne suffisent pas à calmer des populations qui subissent toujours les injustices des hommes en uniforme. La population sollicite votre bienveillante intervention afin qu'une issue heureuse soit trouvée aux multiples problèmes fonciers que connaissent nos 2 départements. Elle souhaite une solution pacifique, juste et équitable qui garantisse une paix durable et une cohabitation pacifique. À cette exaspération s'ajoute un déficit en eau, en électricité, en route et en infrastructures qui limite le développement de la région. Les promesses ont été entendues, reste au pouvoir à les réaliser. Nous restons en Côte d'Ivoire avec l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo, en résidence surveillée dans le nord-ouest du pays depuis 2 ans et transférée hier dans une clinique d'Abidjan à la suite de problèmes de santé. L'actualité africaine en bref et en images nous fait faire un tour en Afrique du Sud, mais avant, voyons en Guinée avec cette manifestation de l'opposition sur la date des élections législatives, marche qui a fait des blessés militaires et civils. Plusieurs blessés, dont au moins 5 membres des forces de l'ordre. C'est le bilan de la marche convoquée par l'opposition hier à Conakry. Un gendarme a même été poignardé et plusieurs véhicules blindés ont été endommagés, ce qui a provoqué la colère d'un officier contre ce féticheur, lui aussi visiblement mal en point. Tu viens d'où? Vous vous mettez comme ça t'a sauvé? Et c'est ça t'a sauvé? Pourtant, après on va dire il y a des gens s'infiltrer. Maintenant, tu es féticheur. Colonel, on voit un monsieur qui est ensanglanté. Lui, qu'est-ce que lui, il est? C'est un portron, c'est des faux féticheurs. Posez-lui la question. C'est ce que je lui ai dit. Est-ce que ces fétiches l'ont sauvé? L'opposition manifestait contre le décret fixant la date des élections législatives au 30 juin. Elle avait décidé de suivre un itinéraire interdit par les autorités. Le gouvernement sud-africain a annoncé la suspension de 5 membres de l'administration et de l'armée suite au scandale provoqué par l'utilisation d'un aéroport militaire à des fins privées. Sur ces photos, on peut voir les invités de la famille Gupta débarquer sur la base de l'armée de l'air de Waterkloof, près de Pretoria, puis transférés sous escorte policière jusqu'à la station touristique de Sun City. Ils devaient assister au mariage de Vega Gupta, héritière d'une riche famille d'origine indienne très liée à l'ANC. Le gouvernement sud-africain assure qu'aucune autorisation officielle ne leur a été accordée. Simone Gbagbo dans ses bons jours, Simone Gbagbo dans ses mauvais jours. L'épouse de l'ancien chef de l'État ivoirien a été transférée jeudi dans une clinique d'Abidjan à la suite de problèmes de santé. Détenue jusqu'à hier dans le nord de la Côte d'Ivoire, elle est poursuivie par la justice de son pays pour génocide et crime de sang en liaison avec les violences post-électorales de 2010. Le gouvernement d'Alassane Ouattara étudie toujours la question de son transfèrement à la Cour pénale internationale, qui l'accuse comme son mari de crimes contre l'humanité. Retour à l'actualité nationale en 4e région, visite de terrain des membres du contrat-plan État, Office du Niger, exploitants agricoles, objectif s'enquérir des réalités du terrain en prélude à la 7e session de la réunion du comité de suivi du contrat-plan, le compte rendu de Kandesila.
Les travaux d'aménagement dévolus à l'État ont constitué un des centres d'intérêt de la visite. À Ndebougou, la délégation s'est rendue sur le site de Sabali-Bougou qui concerne l'aménagement de 2200 hectares sur financement de la Banque mondiale. Ces travaux exécutés en 4 lots sont en cours. Autre site visité, le projet de Siango Extension qui concerne la réalisation de 1722 hectares et des travaux annexes de terrassement, de drains, de franchissement et autres ouvrages sur partie terre. L'avancement global de ces travaux est de 50% pour un délai consommé de 45%. Je suis très satisfaite et je tiens à remercier tout l'encadrement de l'Office du Niger pour le travail abattu sur le terrain, malgré la difficulté que nous avons connue l'année passée. Les travaux ne se sont pas arrêtés du tout. Au niveau des travaux à faire, l'exécution des grands travaux à faire et aussi au niveau de la contre-saison. Parce que nous avons visité les périmètres et nous avons vu que certains ont commencé déjà à récolter, d'autres sont en train d'attendre, dans 15 jours, ils vont commencer à faire la récolte. Et le travail que les exploitants doivent faire, et le nettoyage des drains et de leurs parcelles, bon, il y a un effort à fournir au niveau des exploitants. Mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. 4 milliards de francs CFA, c'est le montant indispensable pour mener une lutte efficace et radicale contre le trachome au Mali. Un projet de 5 ans qui interviendra dans 32 districts sanitaires vient de voir le jour dans ce sens. Il s'agit du projet Hilton d'élimination du trachome au Mali. Cérémonie de lancement suivie par Abdrahman Meiga. 5 ans pour éliminer définitivement, et cela de façon radicale, le trachome au Mali. C'est l'objectif qui s'est fixé sur tout nouveau programme qui vient d'être lancé. Ce projet d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA entreprendra un certain nombre d'activités dans 32 districts sanitaires endémiques du trachome au Mali. Ces actions concernent notamment la formation du personnel de la santé, celle de la population aux techniques de lavage du visage, la construction des latrines, la dotation de 22 centres de santé en équipements et en consommables médicaux. À cela s'ajoute la formation de plus de 3000 volontaires qui appuieront le programme national de lutte contre la cécité dans ses activités de lutte contre les maladies tropicales négligées. Si dans les pays développés, la prévalence de la cécité est estimée à 0,2%, dans les pays en développement, elle est 10 à 15 fois plus élevée. Au Mali, la prévalence est estimée à 1,2%. Ce taux de prévalence élevé ne saurait être une fatalité. Et il est prouvé que 80% des causes de cécité sont évitables et ou curables. Pour le combat contre le trachome, plusieurs initiatives ont été entreprises par le Mali, au nombre desquelles l'élaboration et la mise en œuvre du plan quinquennal de lutte contre le trachome pour la période 2005-2009 et du plan national Vision 2020 mis en œuvre par le programme national de lutte contre la cécité avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous nous réjouissons d'avoir participé techniquement et financièrement auprès du ministère de la Santé pour la mise en œuvre de la stratégie Chance. La stratégie Chance, c'est la chirurgie, l'antibiothérapie, le nettoyage du visage et le changement de l'environnement. Pour atteindre les objectifs de ce projet, 3 conditions s'imposent pour le Mali. Il s'agit dans un premier temps d'améliorer la qualité des services offerts, ensuite assurer la sensibilisation des populations et enfin utiliser de façon efficiente et efficace les moyens mis à la disposition des acteurs intervenants dans le domaine de la lutte contre le trachome et les autres maladies tropicales négligées. 8e session ordinaire du Conseil du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Au cours de la session, les administrateurs adopteront le rapport d'activité et financier de la structure. Kadijatou connaît pour plus de détails. Cette session se déroule à un moment où notre pays connaît de sérieuses perturbations dues à la double crise sécuritaire et politique. Malgré cette situation, le Centre national de recherche scientifique et technologique a pu réaliser 60% des objectifs visés lors de la session précédente. Ce qui reste à faire, c'est la hiérarchisation des jeunes chercheurs. Aussi encourager les jeunes chercheurs à s'inscrire à un comité scientifique.
La recherche scientifique au Mali, pour être compétitive, doit s'adapter à un référentiel international en matière de recherche. C'est dans ce cadre que le CNRST jouit désormais d'une autonomie de gestion. C'est un défi majeur que le CNRST se doit de relever avec assurance et maîtrise, puisque la recherche ne doit plus être le parent pauvre de l'enseignement supérieur et le maillon faible du processus de développement. La recherche scientifique au Mali est caractérisée par une insuffisance de moyens internes affectés au financement des programmes et projets de recherche. Un partenariat peu développé entre les structures de recherche et d'enseignement supérieur, une faible valorisation de la production scientifique et une faible articulation avec les priorités nationales de développement économique, social et culturel. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique exhorte les participants à procéder à une bonne analyse des documents afin que sortent de cette session des résolutions pertinentes pour la réussite des activités du centre. Traditionnel mariage collectif à la mairie de Banamba. Ils étaient environ 200 couples à passer devant l'officier d'état civil. Une cérémonie organisée par le conseil communal de la mairie de Banamba en collaboration avec ses partenaires envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Draman Diarra. Tradition bien respectée, chaque année à la même période à Banamba, des unions collectives sont régulièrement célébrées. Cet événement prend de plus en plus de l'importance dans la vie des habitants de Banamba et de leurs ressortissants à l'extérieur, lesquels n'hésitent plus à parcourir des milliers de kilomètres pour prendre part à la fête ou tout simplement pour trouver épouse ou époux. Depuis la capitale Bamako, des parents y envoient également leurs filles dans le but de leur faire trouver un conjoint. Le jour du mariage, l'officier d'état civil ne chôme pas. Pour cette année, environ 200 mariages ont été scellés dans la commune urbaine de Banamba. Le mariage de Banamba date des siècles. Nous souhaitons un bon ménage pour les nouveaux mariés et prier pour le pays, pour la crise que nous, et prier pour les pluies qui doivent venir, qui sont des pluies de paix. Tout ce qu'on peut dire, c'est de dire aux uns et aux autres de se situer et d'évoluer par rapport à l'évolution que nous connaissons actuellement pour corriger certains aspects, pour que le modernisme n'arrive pas du tout à transcender ou bien à mettre un peu dans le nuage cette belle tradition que nous connaissons depuis très longtemps. Au-delà de l'aspect festif, l'événement a également un relent économique. Chaque année, à la même période, on assiste en effet à un boom économique à cause de l'afflux des milliers de personnes. L'autre motif de satisfaction du mariage collectif de Banamba, c'est la préservation de certaines valeurs sociétales. Il est possible de donner une dimension nationale à ce mariage collectif de Banamba. Pourquoi ne pas insérer cet événement dans un programme touristique et culturel du pays? Las Vegas, au Nevada, aux États-Unis, n'est-il pas devenu célèbre pour ses mariages délirants et insolites? Des milliers de couples choisissent justement cette destination pour y célébrer leur union. Le phénomène assure du coup prestige à la ville avec retombée son fulgurant développement touristique. Heureux ménage au couple et justement en marge du mariage collectif de Banamba, la nouvelle parfumerie Gandour de Côte d'Ivoire en partenariat avec Universelle Beauté et le conseil communal de Banamba a remis au gouverneur de la région de Koulikoro une somme de 5 millions de francs CFA comme contribution de guerre, nous signale notre envoyé spécial Agibou Koulibaly. Nous poursuivons avec ce communiqué. Le ministre de la Santé, Soumana Makadi, se rendra à Nouakchott du 5 au 7 mai 2013 pour participer à la rencontre sous-régionale sur l'accélération de la lutte contre le paludisme dans 6 pays. Les ministres de la Santé ont émis le souhait de coordonner leurs efforts pour accélérer la lutte contre le paludisme. Lors de la rencontre, les ministres de la Santé et les experts se pencheront sur plusieurs sous-thèmes. Et justement, dans le cadre de la santé, la journée internationale des sages-femmes célébrée demain, l'association des sages-femmes du Mali célèbre donc cette 16e journée internationale sous le thème « Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais ». Cérémonie prévue donc demain. Sport, football, Ligue africaine des champions. 8e de finale retour avec un handicap de 3 buts. Le stade malien de Bamako tentera de renverser la tendance demain face au Camerounais de Coton Sport de Garoua. Dans quelle atmosphère le stade malien de Bamako prépare-t-il ce rendez-vous? Notre reporter Siragatou Sissé a suivi les ultimes séances d'entraînement du stade malien de Bamako et aussi des Coton Sport de Garoua.
Quelle équipe du Stade Malien de Bamako contre Coton Sport de Garoua du Cameroun en 8e de finale retour de la Ligue des Champions? Cette question préoccupe sérieusement les supporters blancs. Battu à l'aller 3-0, le Stade Malien est presque au bord de l'élimination. La défaite de Garoua a été perçue comme un coup de poignard. On a perdu lourdement parce qu'on a mal défendu et la raison est simple et se trouve là. Quand en football on oublie les fondamentaux, commencer par défendre avant de vouloir attaquer, on est puni. Puis bon, il y a eu quelques décisions arbitrales qui n'ont pas été forcément favorables au Stade malien, ce qui a fait qu'on a perdu 3-0. Mais bon voilà, je suis convaincu que mon équipe peut mieux faire, elle doit mieux faire. Rattraper le retard de 3 buts demande du sacrifice. Le Stade malien doit faire face à la pression ce samedi. Le billet de la phase de poule est loin d'être acquis pour le Stade malien de Bamako. Les Blancs sont condamnés à l'exploit. Et je suis convaincu que les garçons ont à cœur effectivement de passer ce tour qui est très important, qui est très attendu par le public sportif malien, qui je pense qu'ils sauront faire l'exploit. En cas de qualification, cette génération entrera dans l'histoire par la grande porte. Il s'agit pour le Stade malien de Bamako de se surpasser, serrer les lignes, priver les Camerounais de ballon et surtout se montrer réaliste devant les buts adverses. Condition sine qua non pour accéder en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Un rêve nourri par les dirigeants du club. Du stade Modibo Keïta, on prend la direction du stade Wenzel Koulibaly pour assister à un des entraînements de Coton Sport de Garoua du Cameroun. Ici, les visiteurs révisent les schémas de jeu possibles à appliquer samedi. Sûrs de leur force physique et mentale, les Camerounais se disent prêts pour confirmer le résultat d'il y a 2 semaines. Quand il y a un deuxième match à jouer, il faut qu'on prenne le match le plus sérieusement possible. Mais la qualification, ça sera à la fin des 90 minutes de samedi. Donc c'est vrai qu'on a fait la moitié du chemin pour nous, mais on vient ici en venant confiant parce qu'on a gagné 3-0 au match aller, mais très prudent, avec beaucoup d'humilité. On sait ce qu'on a à faire. Stade malien de Bamako, Coton Sport de Garoua du Cameroun, c'est ce samedi à 18h au stade Modibo Keïta. Un match dirigé par des arbitres ivoiriens. Voilà, très bonne chance au stade malien de Bamako. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'info demain 13h. Une présentation de Mohamed Touré. Je vous retrouve pour le rendez-vous du soir à 20h. Merci, bon week-end et bonsoir à tous.